Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi Pierre-Paul Bézile Lacasse de Lacasse et Associés et on va parler argent un tout petit peu. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on va prendre des détours un peu pour se rendre à vous, à ton équipe aujourd'hui. Je rencontre un psychologue, je jase avec, j'ai des problèmes personnels à différents niveaux. Ça peut être une séparation de couple, ça peut être encore un couple qui est toujours à couteau tiré, puis on va essayer de régler le problème. Puis finalement, de bout en bout, le psychologue commence à me poser des questions, puis il réalise que le phénomène monétaire a un aspect important dans mon problème, dans les problèmes qu'on vit à l'heure actuelle. Et il fait quelque chose qui, si on remonte 3-4 ans, peut-être 7-8 ans en arrière, il n'aurait jamais fait. Il nous réfère de votre côté. Oui, ben en fait, effectivement, en démarrant notre cabinet, là maintenant presque 2 ans, on a fait des liens un peu plus avec les différents intervenants, là, les différents organismes, le pilier, le pont, les banques alimentaires, les gens du CIS, un petit peu tout ça, pour essayer de dédramatiser un petit peu, puis de casser les fameux tabous là, autour des syndics autorisant l'insolvabilité, puis expliquer un petit peu comment dans notre entreprise on voyait ça. Puis ça fait que maintenant, il y a beaucoup d'intervenants qui nous réfèrent des gens, exactement comme tu viens de le décrire. Et donc, effectivement, là, c'est un cas que j'aimerais parler aujourd'hui, ça fait plusieurs mois qu'on a réglé. Mais à la base, la personne, elle avait un intervenant dans son dossier, difficulté, comme tu l'as décrit, la difficulté amoureuse de couple et tout ça. Et finalement, il y a une séparation. Puis là, la personne a besoin d'aide, elle a de l'accompagnement. OK, c'est beau, elle passe au travers de ces difficultés-là. Mais à un moment donné, l'intervenant touche un point, on parle de finances, on parle de budget, puis la personne vient vraiment très émotive. Fait que là, l'intervenant a des bons réflexes de dire je pense qu'on a touché un point sensible qu'on n'avait pas abordé nécessairement. Et cet intervenant-là nous le réfère. Et donc, c'est un monsieur qui vient nous voir. Puis, en fait, ce qui nous a confié, c'est des choses qu'il n'osait pas parler à son intervenant parce que, on l'a déjà dit, l'argent, c'est tabou. Il y a des gens qui vont accepter maintenant de parler de santé mentale, de sexualité, de plein de problèmes qui étaient tabous, qui sont encore pour certaines personnes, mais des fois, l'argent est le pire des tabous pour ces gens-là. Et donc, cette personne-là vient nous voir, elle accepte de nous rencontrer, puis elle dit que, regarde, ça fait essentiellement 2 ans que la personne ne s'est pas occupée de ses dettes. Parce que c'était pas une priorité, il y avait trop d'autres choses, puis avec raison probablement. Mais dans la première rencontre, on a fait un constat que la personne avait à peu près 17 000 $ de dette sans avoir la capacité de payer ça. Là. Donc, on parle de vieux comptes de cellulaire, dettes d'Hydro-Québec, des cartes de crédit, de la PCU, tout ce qu'on veut là-dedans. Là. Il y avait beaucoup de choses. Pas nécessairement des dettes énormes, mais quand même des dettes avec de la pression, puis avec des potentiels de coupure d'hydro, puis avec des cellulaires qui marchent plus. Donc, toutes sortes d'enjeux comme ça. Et la séparation était liée, entre autres, la séparation et la dépression du monsieur étaient liées, entre autres, à une situation là, que sa conjointe, son ex-conjointe, avait des graves problèmes de consommation. Et donc, ça drainait beaucoup d'argent, ce qui faisait que, éventuellement, ça a amené la rupture du couple, mais ça a amené l'endettement de monsieur puis l'absence de paiement de compte. Là. Donc, ça, c'est le point de base. Le point de base, là. Ce que je comprends dans tout ça, c'est tout un tableau. Là. On parle de ce monsieur-là qui se sépare, mais si on fait on brosse le tableau, si on fait une ligne là-dessus, on réalise qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont l'amener vers ça et que l'argent en fait partie et que c'est un élément important. Et j'ai l'impression, je vais dire ça, Pierre-Paul, là, mais j'ai l'impression que les gens vivent de paye en paye à un pourcentage extrêmement important. Les auditeurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, si on les regarde à toutes, on leur disait, levez la main ceux qui vivent de paye en paye, on aurait peut-être un 60-70% des gens qui lèveraient la main. Oui, c'est ce que les statistiques nous démontrent, là, puis vivre de paye en paye, là, c'est 2 semaines à l'avance. Là, donc, c'est pas un grand délai. Là. Donc, effectivement, puis beaucoup de ces gens-là qui vivent de paye en paye, quand on fait leur budget, et c'était le cas de ce monsieur-là, on fait le budget, on enlève les dettes de l'équation, les gens arrivent. Les gens arrivent, puis ont un petit peu d'excédent, puis ça serait bien correct, puis pourrait même éventuellement avoir de l'épargne. Mais quand on rajoute les dettes dans l'équation avec les taux d'intérêt sur les cartes de crédit ou tout ça, c'est là que ça arrive pas. Fait que souvent, ces gens-là, on leur présente différentes options. Est-ce qu'on fait un calcul à savoir est-ce que la personne a la capacité de payer toutes ses dettes? Si, par exemple, on met les dettes sur 5 ans puis elle fait un prêt avec un taux d'intérêt, ça rentre dessus. Si ça rentre pas, ce qui était le cas de ce monsieur-là, là, on a 2 options qui nous restent essentiellement. C'est la faillite, la proposition de consommateur.
Dans ce cas-là, monsieur avait choisi la faillite parce qu'il faut se mettre à la place de ce monsieur-là. Ouais. Ça fait des années qu'il vivait du stress financier et du stress à plein de niveaux. Et là, il voulait pas revivre une proposition, c'est un petit peu plus long. Hein. On évite certaines conséquences négatives de la faillite, comme le fait que plusieurs biens sont saisissables et que on doit recalculer les revenus. Donc, il y a quand même certains conséquences à la faillite qu'on évite, mais cette personne-là était prête à dire non, regarde, je vais faire faillite. Elle n'avait pas des revenus très, très élevés. C'était une faillite qui allait durer 9 mois. Il y avait peu de conséquences. Et en plus, dans les cas de faillite ou de proposition, nous, on a des suivis avec ces gens-là. Dans le cadre de ces suivis-là, ce qu'on appelle des phases de consultation, dépendamment des syndics, les syndics passent entre 10 minutes et 1 heure et demie avec les gens dans ces phases-là, parce qu'on est payé sur un montant forfaitaire, donc c'est pas les gens qui nous payent de leur poche. Donc, si on veut le faire pour le faire, c'est pas très long. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à peu près 1 heure avec ces gens-là là, pour si tout est beau, si c'est plus compliqué, des fois c'est plus long. Dans ces rencontres-là, on va parler entre autres pour ce monsieur-là, être capable de fixer ses limites parce que c'était un enjeu important. Sa conjointe, et qui était maintenant son ex-conjointe, continuait de le solliciter à cause toujours de problèmes qui n'étaient pas tout à fait réglés de consommation. Donc, il fallait que monsieur mette ses limites, c'était très important. Donc, mettre ses limites avec son entourage, prioriser aussi, qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie? Manger, se loger. Donc, si c'est ça qui est prioritaire dans notre vie, il faut que les bottines suivent les babines. Fait que si on dit c'est ça qui est prioritaire, c'est ça qu'on doit payer en premier. Donc, faire comprendre ça aux gens, des fois, ça peut avoir l'air simple, mais quand on est dans une situation, des fois, on s'en rend pas compte qu'on n'est pas en train de prioriser ce qui est le plus important pour nous. Puis, on a parlé aussi, entre autres, de dossiers de crédit dans ces rencontres-là, comment on leur bâtit. Puis, je vous dirais, 6 mois après le début de la faillite, la personne est toujours en faillite. Là. Elle avait augmenté sa cote de crédit de 100 points. C'est juste pour dire que des bons comportements, même si on a fait une faillite, les gens pensent que c'est la fin du monde, je vais faire faillite, j'aurai pas de crédit pendant 7 ans. La majorité des gens sont dans le champ parce que c'est pas ça du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des choses à faire pour remonter sa cote de crédit indépendamment de la faillite, puis ce monsieur-là l'a fait, puis on a ressorti sa cote, puis c'était 100 points au-dessus après la faillite. Donc, tout ça ensemble a fait que on a pu améliorer la santé mentale de monsieur parce que ça l'a vraiment beaucoup aidé l'intervenant dans son travail. On a réaugmenté sa cote de crédit. On l'a libéré de 17 000 $ de dette. On a empêché l'Hydro-Québec de couper et rétabli sa possibilité d'avoir des cellulaires. Il a pu avoir aussi carte de crédit, évidemment, quand même assez rapidement. Il a monté sa cote de crédit. Et avec l'aide aussi, il y a un programme qui existe avec Bernard Hamel. Ils ont la capacité de faire des micro-prêts, des petits prêts qui vont aider pour les gens. Mais ces gens-là, ils vont s'assurer qu'ils sont capables, c'est viable. Et cette personne-là, en faisant faillite, elle avait plus de dette, donc elle était éligible à pouvoir avoir ce fameux petit prêt-là. La personne a pu, à cause de la séparation, s'acheter des électroménagers avec ce prêt-là. Et donc, elle a pu rembourser pendant sa faillite tant payer les montants reliés à la faillite, qui n'étaient pas très élevés parce que la personne n'avait pas beaucoup de revenus, mais elle a pu aussi rembourser le prêt qu'elle avait fait pour acheter les électroménagers. Fait que quand on jumelle 2-3 intervenants comme ça pour régler une situation, puis les liens qu'on veut faire en région avec ces intervenants-là, ça nous permet d'arriver à des solutions globales comme ça. C'est génial. Une question qui me vient à l'esprit. Lorsqu'on est en situation de faillite ou de remboursement volontaire, qui fait les paiements? Est-ce que c'est la personne qui le fait ou c'est le syndic qui s'occupe de faire les paiements? Là, est-ce que tu me parles des paiements sur les dettes ou tu me parles de d'autres types de paiements? Là? Paiements sur les dettes. On parle juste des paiements sur les dettes. Les paiements courants, l'Hydro-Québec, le courant du mois, là, ça, on n'en parle pas. C'est ça. Les paiements courants, évidemment, les gens les font. Là. C'est leur paiement, c'est leur hydro qui consomme, leur cellulaire qui paye, leur loyer qu'ils utilisent. Mais pour ce qui est des dettes, comme dans ce cas-ci, le 17 000 $ de dette, ces dettes-là sont suspendues. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont gelés pour l'instant. La personne, elle a des paiements à faire au syndic pendant la durée de la faillite, dépendamment de la durée, comme cette personne-là, c'était 9 mois. Cette personne-là avait des paiements à faire dans ce cas-là parce qu'elle avait la capacité. Ses paiements étaient de 200 $ par mois pendant 9 mois. Et nous, à la fin du délai, quand la personne est libérée de sa faillite, là, nous, on prend l'argent. Il y a un bout qui sert à payer nos honoraires à nous, dépendamment du montant qu'on a accumulé pendant ce 9 mois-là. Et après ça, il y a une balance un montant qui est remboursé au créancier. Vous comprendrez que si c'est une faillite 9 mois, puis que la personne paye 200 $ par mois, les créanciers n'ont pas grand-chose. Non. Mais ça va arriver que des fois, les gens ont du revenu, ce qu'on appelle du revenu excédentaire. Ils ont une capacité de payer plus. Puis il y a des gens que ça va leur coûter, exemple, pendant 21 mois, ils vont payer 450 $ pendant leur faillite. Là, nous, avec cet argent-là, il y en a une partie qui sert à payer les créanciers. Et évidemment, on ne paye pas 100% des créanciers. Les créanciers, à la fin,
doivent radier leur dette. Donc ça, c'est vrai pour un particulier aussi. Mettons que toi, Denis, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu prêtes de l'argent à ta fille, mettons, puis tu lui donnes 5 000. Bon, tout est beau, c'est correct, elle te signe même un papier qu'elle va te rembourser, elle fait des remboursements temps par mois, mais 6 mois plus tard, il arrive un problème supplémentaire, puis elle fait faillite pour une raison ou pour une autre, ben tu fais partie de la liste des créanciers et tu fais partie de ceux qui ne seront pas payés ou qui vont recevoir un petit montant du syndic. Oui. Là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire à leur famille, ben regarde, je vais te repayer un jour, quand ma faillite va être réglée, je vais te rembourser tout ça, et ça arrive, puis c'est des choses courantes. Mais la loi veut que toutes les dettes sont bloquées, sont libérées. Vu que c'est la loi qui fait ça, ben les gens n'ont pas le choix, puis ils n'ont pas de recours pour aller saisir la personne, pour aller prendre possession d'actifs, pour geler des comptes de banque, et si les gens appellent ces gens-là ou font des menaces ou quoi que ce soit, moi j'interviens comme syndic pour d'une part expliquer la loi à ces gens-là, pour leur dire qu'ils n'ont pas le droit de refaire du recouvrement. S'ils ont des communications à faire, ils doivent avec le syndic. Et en cas d'insistance, ben des fois, il faut impliquer des policiers là-dedans. Il y a des poursuites qui peuvent s'enclencher parce que c'est illégal de continuer d'appeler ou d'envoyer des documents ou d'harceler quelqu'un qui est protégé par la loi, par une proposition, par une faillite. C'est important de le noter, ça. C'est des détails importants et il faut en être conscient lorsqu'on fait le prêt, là. C'est ça que ça veut dire, carrément. Absolument. Moi, quand les gens parlent de prêt familial ou d'aider quelqu'un dans sa famille, je suis tout le temps, ben oui, c'est parfait. C'est bien louable de faire ça, puis bravo. La seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es prête à perdre cet argent-là? Si la réponse est non, parce que d'un, tu n'es soit pas capable financièrement de perdre cet argent-là, ou deux, tu n'acceptes pas que la personne ne te rembourse pas, ne prête pas de l'argent à un ami ou de la famille. Ça veut dire que c'est une situation qui va amener une relation hyper tendue dans le temps. Si on prête de l'argent à quelqu'un, il faut être prêt à le perdre. C'est la règle de base. C'est la règle de base, OK. C'est intéressant d'amener ce sujet-là, puis encore une fois, on voit qu'il y a de l'interrelation entre les individus, entre les personnes. C'est des relations humaines, l'argent, à quelque part également. Ce qu'on constate là, dans ce que je vois là. Absolument. Puis tu sais, le but de ça aussi, c'est de démystifier l'impact sur la cote de crédit. Les gens pensent que la faillite, la proposition, c'est là, tu peux pas avoir de crédit pendant tant de temps. C'est complètement faux. Les gens ont des cartes de crédit pendant une proposition, pendant une faillite. Les gens sont capables d'avoir des financements voitures pendant une faillite, pendant une proposition. Il y a des conséquences réelles sur le taux d'intérêt, les deuxièmes chances au crédit, tout ça. Et ça, plus on travaille sur les éléments qu'on va avoir expliqués aux gens pendant la faillite de la proposition, bien plus rapidement, 1 an, 2 ans après maximum, les gens vont avoir rebâti leur dossier de crédit de façon suffisante à ce qui passe au taux de monsieur, madame, tout le monde. Donc, tout démystifier ça, même si on dit ça comme ça à la radio, ben c'est dur d'aller chercher toute la population pour que les gens sachent que c'est pas aussi dramatique que ce que les gens pensent. Il y a des gens qui ont toutes sortes d'idées en tête. Puis typiquement, ce que je dis pour donner un ordre de grandeur, les gens de bonne foi qui viennent dans mon bureau, quand je leur explique comment ça marche, ils trouvent tous que ça n'a pas de bon sens, comment c'est simple, puis comment ça va leur enlever un fardeau. Puis les gens qui veulent tenter de contourner le système puis de faire ce qu'on pourrait appeler des faillites payantes, là, qu'on entendait des fois. Oui, je me rappelle de ça. Quand on leur explique comment ça marche, ben là, eux autres, ce qu'ils voient, c'est tous les problèmes puis tous les petits moves qu'ils ont faits qui vont être contestés par le syndic. Donc, quelqu'un qui est de bonne foi, là, il y a toujours avantage à venir nous consulter. Les gens qui veulent cacher l'information, tout ça, passer de faire des petites passe-passe, ben ceux-là ont plus de chances d'avoir des conséquences dans un contexte de faillite ou de proposition. Mais encore là, quelqu'un qui veut se remettre droit, même s'il a fait des petites choses croches, on va y expliquer les façons de se remettre droit à partir de là pour pas tout perdre, évidemment. Ben, c'est génial. Donc, il n'y a pas de temps à perdre avec une rencontre comme telle, dans ce sens que ça vaut la peine d'y aller et de replacer là, l'ensemble du dossier. Puis après, on arrive déjà à la fin de notre temps. On va au moins donner les coordonnées aux gens pour vous rejoindre, parce que c'est important qu'ils puissent vous rejoindre. Oui, les gens peuvent nous rejoindre au 1-844-LACASSE, donc c'est le 1-844-522-2773. Ils peuvent nous rejoindre en nous écrivant un courriel à info@lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site internet lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur Facebook aussi, LinkedIn, sur Lacasse et Associés pour nous envoyer des messages, des questions ou des commentaires. Puis, tu sais, je dirais en finissant, Denis, que à peu près 45% des gens qui viennent dans mon bureau ne déposent pas de faillite ou de proposition. Ces gens-là, on les aide à faire autre chose. On leur explique comment négocier avec les institutions financières, comment aller chercher un prêt, comment gérer leur budget. Et ces gens-là ne payent aucun dollar pour ça. Là. Donc, c'est 45% des gens qu'on aide gratuitement puis qui font pas de dossier avec nous. Ça fait que ça vaut la peine de venir regarder ça ensemble. Effectivement. Pierre-Paul, encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jaser avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, Denis. Bonne journée.